Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayrotana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Il est professeur des sciences de base de la faculté de médecine de l'ULB en Belgique et de l'université de Lubumbashi, était également à l'université de Kinshasa. Il est prof de l'assurance qualité à la faculté des sciences. Il est finalement point focal à la formation des experts, à la coordination pour le changement de mentalité à la présidence de la République. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bon après-midi à tous. Vous comprendrez que moi, je n'aime pas trop travailler sous pression. Comme on me dit que je suis le dernier de la soirée, je vais essayer de faire une synthèse. Je vais la justifier parce que vous aurez remarqué que dans les présentations d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule où on n'a pas parlé de qualité. Comme je vais parler de la mise en œuvre de l'assurance qualité, je crois que l'essentiel de ce que je voulais dire a déjà été dit. Donc, je vais faire vraiment un résumé, probablement pendant 5-10 minutes, et ça sera bien comme ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ça? Oui, au moins, j'avais prévu de faire ça, mais maintenant tout ça, je vais escamoter. Je vais vous rappeler que, comme tout le monde a parlé de la qualité ici, même vous qui êtes dans la salle, vous savez ce que c'est que la qualité. Donc, même la définition que je voulais prendre dans la norme ISO 8402, parce que c'est là-dedans où l'on donne toutes les directives pour nommer, pour définir. Elle va peut-être pas vous servir à grand-chose, parce que tout le monde comprend ce que c'est que la qualité. Vous vous êtes rendu compte en venant ici que tout le monde s'est fait propre. Est-ce que vous savez pourquoi? Comment? Vous avez pensé à la qualité de ce que nous venions faire ici, à la qualité de l'image que vous voulez nous refléter ici. Donc, la qualité, c'est un peu tout ça. Donc, je ne vais pas nécessairement donner toutes les définitions que j'avais voulu vous transmettre. Ah, on revient de nouveau à ça. C'est à droite toujours quand même. Écoutez, aidez-moi, comme ça, moi, je commente. Je vais donc, à travers un certain nombre d'illustrations, parcourir avec vous les cas de non-qualité, parce qu'assurance qualité, fatalement, ça va nous ramener à des règles, ça va nous amener à des normes de vie, à des normes de fonctionnement. Regardez bien la première image ici. Je n'ai pas de commentaire à faire, mais vous comprendrez qu'il n'y a pas de la qualité là-dedans. Et c'est une qualité, une non-qualité qui peut être gérée à plusieurs niveaux. Parce que c'est lui qui transporte, il a une responsabilité. Maintenant, ce monsieur est en train de rouler sur la voie publique. La voie publique, c'est du domaine
des institutions. Comment est-ce qu'on peut imaginer que les institutions laissent rouler comme ça un véhicule chargé jusqu'à ce niveau? Deuxième cliché, s'il vous plaît. Regardez un peu, ça ressemble à un petit ruisseau qui est dans cette ville ou dans n'importe quelle ville du pays. Troisième cliché, s'il vous plaît. Voilà. Là, nous sommes en plein boulevard du 30 juin. Vous voyez qu'il y a un gros camion qui est en panne et qui se trouve pratiquement au milieu de la route. Et dites-vous bien que ce camion-là peut rester à cet endroit-là pendant plusieurs jours. Et personne ne s'en émeut. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ici, ce sont les cas qu'on vit à peu près tous les jours. À y regarder seulement, on se dit, mais comment est-ce qu'on se déplace dans cette ville? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, nous, à la coordination pour le changement de mentalité, nous avons mis sur la route 4000 jeunes volontaires pour aider la police à réguler un tout petit peu ce problème d'embouteillage. Et quand nous sommes arrivés sur les routes, c'était à peu près comme ça, mais pendant les 3 mois que nous avons fait sur les routes, il me semble que la circulation, ça s'était amélioré un tout petit peu dans les carrefours où il y avait les jeunes volontaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'éduquer un tout petit peu les usagers de la route. Et pendant les 3 mois, les gens avaient donné l'impression de comprendre pourquoi il fallait respecter une certaine courtoisie. La courtoisie, c'est une valeur. C'est parmi les valeurs que nous essayons de promouvoir. Parce qu'au niveau du changement de mentalité, on lutte contre les antivaleurs, certes, mais on veut aussi surtout promouvoir un certain nombre de valeurs. Donc, une courtoisie sur la route, ça permet de réguler ce genre de problème. Ça ne veut pas dire que les problèmes d'embouteillage, on le trouve que en RDC. Ailleurs, il y en a aussi, mais pas de la même ampleur. L'image suivante, s'il vous plaît. Voilà. Là, on est quelque part dans un quartier populaire où on est en train de vendre de la nourriture à même le sol. Donc, on ne va pas dire qu'on est en train d'acheter de la nourriture de qualité. Pourtant, sur le plan naturel, tout simplement, cette nourriture-là est de très bonne qualité par rapport à ce qu'on peut acheter dans le supermarché les plus huppés de la ville de Kinshasa. Mais par le fait qu'on les vend à même le sol, ça change tout. Voilà. Donc ça, c'est une illustration de la non-qualité. L'objectif de cette présentation, c'était évidemment encourager les institutions nationales, mais pas seulement. Les institutions nationales parce que peuvent donner des directives, des modes opératoires au reste de la République, mais en réalité, la problématique de qualité, ça nous concerne tous, chacun à son niveau. La définition de la qualité, j'avais dit qu'on l'escamotait, vous pourriez lire tout ça dans les syllabus qui va vous être donné. En revanche, quand on évoque l'assurance qualité, vous ne devez pas faire la confusion avec ce qu'on appelle un contrôle qualité. Contrôle qualité, c'est-à-dire, on essaie de vérifier la conformité de quelque chose qui est proposé aux gens avec ce qu'on avait prévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit un produit matériel, que ça soit un service, une action quelconque qu'on veut donner à autrui, ce produit-là, avant de le donner, vous y avez pensé. Donc, il y a un problème de mentalité. Ça commence dans la pensée et puis ça se réalise dans ce que vous faites. Quand vous y pensez, vous pensez déjà à éviter, donc à produire quelque chose de qualité, c'est-à-dire quelque chose qui répond à un besoin que vous créez ou un besoin qui existe déjà dans la société. Donc, l'assurance qualité va faire quoi? Va mettre un certain nombre de procédés en place qui vont faire en sorte que chaque fois que vous allez produire,
que ce soit un service ou un produit, ça va répondre à des spécifications que vous-même vous avez décidé d'établir. Et donc, à ne pas confondre avec, comme je disais, le contrôle qualité. Dans le contrôle qualité, vous avez déjà fabriqué quelque chose, vous avez déjà produit quelque chose, et puis vous dites, voilà, moi j'avais décidé de fabriquer une table. Généralement, nous sommes habitués à avoir une table avec combien de pieds? 4. Donc, on a déterminé les spécifications. On vous amène une table avec 2 pieds. Est-ce que c'est une table stable? Donc, vous faites un contrôle de qualité en ce moment-là. Mais pour éviter que vous fassiez un contrôle, que vous tombiez sur une table qui n'a pas 4 pieds, qu'est-ce qu'on fait? On met une assurance qualité en place qui va faire que depuis le moment où vous décidez quelles sont les matières premières que vous allez utiliser pour fabriquer votre produit, jusqu'au produit final, qu'il n'y ait pas des erreurs. Et donc, dans cette démarche-là, toute cette démarche-là, quel est l'élément le plus important? C'est de nouveau l'homme. Et l'homme, quand nous parlons de changement de mentalité, nous trouvons que l'homme est au centre. Donc, c'est l'homme qui doit changer. Et même dans cette démarche d'assurance qualité, dans les institutions, dans la société congolaise, de nouveau, on doit accepter qu'on doit effectuer un changement de mentalité. Parce que on est parti d'un système où on évoquait beaucoup plus la médiocrité, et maintenant, comme nous luttons contre les antivaleurs, on imagine que la médiocrité doit être remplacée par la qualité, par l'excellence. Est-ce qu'on peut évoluer peut-être? On évolue encore. Je venais d'évoquer très brièvement les règles. Les normes de qualité permettent justement de jouer le rôle de garde-fou. Alors, comme nous avons vu dans l'introduction, tous ces cas de non-qualité, est-ce qu'on peut dire que dans ce pays, il n'existe aucune norme? À votre avis, il y a des normes ou il n'y a pas de normes? Il y a des normes, n'est-ce pas? Il y a des normes, mais les normes ne sont pas respectées. Par exemple, le cas des embouteillages que je vous ai montré, c'est tout simplement le non-respect d'une norme principale qui est le code de la route. Ce matin, il y avait professeur Zulu, c'est ça? Oui, qui a parlé de non-respect de la vitesse sur les sauts de mouton ou sauts de mouton. Voilà. Normalement, comme je vous ai dit que nous étions dans une campagne de circulation routière, avant de commencer cette campagne, nous avions convoqué les différents généraux des 4 zones de police de la ville-province de Kinshasa. On a discuté avec eux, donc avec la police, avec les gens de la CNPR. CNPR, c'est eux qui doivent faire le tracé, placer les panneaux, etc., pour leur dire, mais écoutez, votre code de la route et la route congolaise de manière générale est muette. Comment voulez-vous que les gens puissent conduire correctement? Évidemment, ils avaient promis qu'ils allaient faire le nécessaire. Malheureusement, c'est une situation qui continue. Donc, les normes, ça existe. Cet après-midi, il y a quelqu'un, je crois un pharmacien, qui a posé la question de la qualité du médicament. Le conseil spécial a répondu, il a peut-être omis de dire que le médicament qui entre dans ce pays n'est pas du tout contrôlé. Parce que sachez que dans tous les pays du monde, le médicament, c'est une substance qui est tout à fait différente. S'il y a des produits qui sont très bien contrôlés, c'est parmi ces produits-là, il y a le médicament qui est très bien contrôlé sur toute la ligne, depuis la matière première jusqu'au produit fini. Donc, il y a que dans ce pays où l'on vend les médicaments sur le marché, alors qu'ailleurs, on ne fabrique pas un médicament s'il n'y a pas un pharmacien d'industrie. On ne vend pas un médicament s'il n'y a pas un pharmacien d'officine. Mais ici, tout le monde est commerçant, tout le monde vend n'importe quoi.
Donc ça, c'est quand même un problème très sérieux. C'est pour dire que les normes existent, mais il faut les faire vivre. Il faut les faire vivre, et pour cela, on a besoin de mettre en place les normes, les mesures d'assurance qualité pour sensibiliser surtout, pour sensibiliser les autorités à tous les niveaux, parce que c'est eux qui doivent faire appliquer les lois et les normes qui existent déjà. C'est une façon de faire. On peut évoluer. Dans les administrations et dans les institutions, il n'y a pas nécessairement des produits matériels qu'on nous donne. Il y a des services, mais ces services-là ont aussi besoin d'avoir une certaine qualité. On a parlé de la qualité de l'enseignement, on parle des qualités du diplôme, la qualité de soins, mais tout cela, c'est couvert quand même par ces différentes normes, par les dispositions qui se trouvent dans l'assurance qualité. Moralité, pour faire court, il est question effectivement de faire en sorte que les autorités comprennent, que la population comprenne aussi qu'elle a intérêt à exiger la qualité et à ne pas se contenter de tout ce qui est médiocre. Parce que dans le subconscient, tout le monde a envie d'avoir quelque chose qui est beau, qui est propre, mais dans la vie pratique, on s'en fout un peu trop. Et ça, c'est pas une bonne attitude. On peut aller vers les recommandations et les conclusions, éventuellement. Allez, les recommandations, faire un plaidoyer pour voter les lois et promouvoir la métrologie ainsi que les normes de qualité dans ce pays, dans notre pays. Accepter la mise en œuvre de l'assurance qualité et les normes pour satisfaire les besoins et les attentes des usagers, de l'utilisateur, finalement du public. Et adapter le fonctionnement aux exigences de l'assurance qualité en vue d'amorcer éventuellement le changement . Non, il y a une dernière. Je vous remercie dans toutes les langues du pays. Vous l'avez vu? Ah, c'est ça. Voilà, je vous remercie. Ah, ok. Moi, est-ce que je peux vous demander la chance pour avoir juste une question sur la santé? Ah bon? Bien, on me dit que je dois rester encore devant vous pour répondre éventuellement à une question. Alors que moi, je me disais que je n'avais pas. Vraiment, merci beaucoup, professeur Marcel Mbiangandou, pour votre exposé. J'aimerais privilégier ceux qui n'ont pas encore posé de questions, mais je retrouve les mêmes personnes. Professeur, je vous en prie. Je prends le monsieur au fond. Vous pouvez poser la question, oui. Ah, je vois madame aussi. Donc, non, donnez d'abord au monsieur et ensuite viendra le tour de madame. Et voilà, nous allons prendre aussi monsieur le conseiller qui est là au fond, avant de décider si on pourra ajouter une ou deux autres questions. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Je suis Alain Mouzi, je suis journaliste. CongoPresse.net. Ma question, je la pose au professeur qui vient d'exposer. Professeur, je suis choqué lorsque vous parlez de panneaux signalétiques et que vous avez fait ce constat amer et par après vous dites que rien n'a été fait. Alors,
vous entendre, lorsque j'ai entendu votre parcours, vous êtes aussi aux côtés du chef de l'État. Il se pose ce problème épineux dans notre pays sur la sanction, justement. Alors, lorsque vous dites que bon, les observations ont été faites et rien n'a été fait, ça nous fait un peu peur. Et finalement, on s'est dit jusqu'où nous allons. Nous risquons de retomber peut-être dans ce que l'ancien chef de l'État disait, je n'ai pas 15 personnes honnêtes autour de moi, alors qu'il avait l'impérium, il avait la sanction, et on se demande pourquoi ces gens n'étaient pas sanctionnés. Alors, au regard de cette situation, pourquoi, admettons, on confie une mission à quelqu'un et que la personne ne fait pas, la personne reste impunie. Donc pourquoi ce manque de sanctions pour que nous continuions à pleurnicher du jour au lendemain et avoir un peu un avenir qui reste sombre? Merci aux intervenants. Rapidement, est-ce qu'on peut commencer par le premier intervenant, monsieur le conseiller? Merci pour la parole. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de sanctions. J'ai dit que depuis que nous avions constaté qu'il n'y a pas de signalisation, je ne suis pas sûr que 3 mois après la fin de notre campagne, il y ait maintenant des signalisations partout. Pour ne prendre que le saute-mouton de Sosimat. Le saute-mouton de Sosimat, je crois que vous avez vu qu'il y a eu pas mal d'accidents au cours de ces 2 derniers mois. Mais je n'ai pas vu qu'il y a un panneau qui indique, par exemple, une limitation de vitesse. Ça, je n'ai pas encore vu. Donc, il y a eu beaucoup de camions, beaucoup de taxibus qui montent sur les barrières, etc., et qui font de la vitesse. De la même manière qu'il y a eu aussi pas mal de motos qui empruntent quand même la même voie. Maintenant, n'oubliez pas que peu après, je crois que c'était en début de cette année, on a montré quelques images du général de la ville qui arrêtait un certain nombre d'agents de circulation parce que tout simplement, ils ne respectaient pas la bonne marche les bonnes pratiques de leur métier de réguler la circulation. Donc c'est pour dire que tout cela était un peu la suite logique de ce que nous avions fait comme campagne, parce que nous avions non seulement formé les jeunes volontaires, mais nous avions également formé les agents de police qui travaillaient vers UPenn, etc. Malheureusement, on n'a pas attribué ces prix-là. On n'a pas attribué parce qu'on n'a pas senti qu'il y avait des gens qui sortaient du lot. Hein? Même si on avait résorbé un tout petit peu le problème d'embouteillage, il n'y a pas eu des gens qui se sont distingués. Donc c'est pour dire que, bon, la signalisation sur la route, où ça commence à apparaître un tout petit peu, mais c'est pas suffisant. Le respect de la vitesse sur le boulevard, c'est pas suffisant non plus. Et les motards qui se retrouvent de nouveau à la place de Kitambo Magasin, ça c'est pas très encourageant. Et très souvent, quand on passe là-bas avec un véhicule, on se demande d'ailleurs comment est-ce qu'on arrive à passer. Et les agents qui sont à ce point-là donnent l'impression d'être un peu complaisants. Donc, ils vous empêchent de passer, ils laissent ceux qui veulent passer, etc., etc. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Mais les sanctions, je crois qu'il y en a eu parce que on a montré le général, c'est Kassongo, c'est ça? Ou qui a arrêté des militaires, qui les a amenés, etc., etc. Donc, ça existe quand même. Donc, il ne faut pas penser que l'autorité ne fait absolument rien pour faire rien un tout petit peu d'ordre à ce niveau-là. Voilà, ça c'est le seul commentaire que je peux faire. Merci beaucoup, professeur, pour les réponses.
Ouf.